L'exception portugaise, il n'y a pas d'extrême droite là-bas, il paraît. À skip. Ou plutôt devrais-je dire, il n'y avait pas d'extrême droite jusqu'à il y a peu, parce qu'apparemment, je sais pas, il y a eu une percée de l'extrême droite. J'ai absolument rien suivi à ce qui se passe au Portugal, mais on va regarder la dernière vidéo de Host pour Blast, CDDM sur l'émission qu'il a sur l'international. Extrême droite, la fin de l'exception portugaise. Je trouve ça intéressant. Voilà. Le candidat d'extrême droite portugais, André Ventura, n'est pas en position de force dans cette présidentielle. Mais c'est tout de même un événement politique majeur, puisque jusqu'à une époque très récente, le Portugal faisait partie des rares pays européens dans lesquels il n'y avait pas de parti d'extrême droite puissant. Voilà, donc un petit peu comme en Espagne. En Espagne, historiquement, il y a pas l'extrême droite est assez faible par rapport à ses voisins européens, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu la dictature franquiste, qui a duré jusque dans les années... Ça s'est arrêté quand, la dictature de Franco? Dans les années 80, un truc comme ça a duré vachement longtemps. Non, pas le 60, années 70. Je me souviens plus. Ça s'est arrêté quand, la dictature de Franco? Ouais, c'est jusque dans les années 70, c'est ça. Voilà. Ouais, non, 80, j'exagère un peu quand même. Salut Pépita, comment ça va? Donc, le souvenir de la dictature franquiste est encore assez frais en Espagne, ce qui fait que l'extrême droite avait pas trop... Ça marchait pas très très bien là-bas, mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, le parti d'extrême droite Vox en Espagne a bien monté ces dernières années, et maintenant l'Espagne aussi a une extrême droite relativement puissante, un peu moins puissante que dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, comme la France par exemple. Voilà. Donc, il semblerait, si je dis pas de bêtises, que c'est un peu pareil avec le Portugal. Il y avait aussi une dictature de Salazar, qui s'appelle Salazar, comme Salazar Serpentard. Vrai nom de dictateur. Mais voilà, l'extrême droite serait un peu de retour aussi au Portugal. J'imagine que c'est un petit peu comme en Espagne. Je sais pas trop, et c'est pour ça qu'on va regarder cette vidéo de Host. Voilà, je vous mets le lien dans le chat, je pense que la vidéo est très bien. Novembre 1975, il meurt en 75, Franco, c'est ça. Désolé, je suis pas bien réveillé, j'ai pas fini mon café, c'est pour ça. Voilà. Portugal, gros pays colonial, oui. Bah alors, oui, mais c'est le cas aussi de la France, et pourtant il y a un rapport à l'extrême droite en interne, on va dire, qui est différent. Donc je sais pas si c'est ça le schéma explicatif par rapport à le sujet dont on va parler. Trop peu connu en France. Bah ouais, bah déjà pourquoi ils parlent portugais au Brésil? Voilà. Ouais, c'était une grosse puissance coloniale, le Portugal, ouais. Ben, comme l'Espagne, comme la France, comme le Royaume-Uni, quoi. Évidemment. Hello à tous, ma famille espagnole a fêté la mort de Franco à 75. Attends, mais c'est Franco qui est mort en 75? Ah oui, non, on parlait de Franco, on parlait pas de Salazar. Ouais, bah, de toute façon, j'imagine que là, s'il y a des Espagnols dans le chat ou des Français d'origine espagnole, beaucoup de Français d'origine espagnole en France, en vérité, leur famille, c'est des gens qui sont barrés au moment où il y avait Franco. C'est lié à Franco, plus ou moins, de près ou de loin, quoi. Voilà. Donc, yes. Il y a même des familles franco-espagnoles, on va dire, où genre t'as des histoires de famille de zinzin, parce que t'as une partie de la famille qui était franquiste, d'autres parties qui n'étaient pas franquistes, avec des embrouilles familiales ultra vénères sur fond de politique. Je sais que, voilà, s'il y a des Espagnols, des Français d'origine espagnole dans le chat, quand on parle de Franco, je pense que vous avez une ou deux histoires de famille en rapport avec ça dans la Manche. Hélas. Donc, ouais. Je me suis rendu... Nique l'extrême droite, quoi. Voilà. C'est lui, Shadoko. Le Portugal, c'est la révolution des œillets. On va voir. Explique-nous tout, Host. Je suis nul. Je connais mal ce sujet. Dis-nous tout. Je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé d'une élection concernée par la montée de l'extrême droite depuis au moins l'année dernière. Oui, ok, ça date d'il y a 2 mois, mais c'était quand même l'année dernière, donc psychologiquement, ça compte. Promis, je vais essayer de faire moins de 14 sujets sur la montée de l'extrême droite en 2026, et aussi moins de 14 sujets sur Trump. Ah bah vu la situation internationale, c'est bien d'avoir des objectifs raisonnables. Des idées tu parles de quoi? Si tu parles ni de montée de l'extrême droite, ni de Trump, tu parles de quoi? Bon, après, tu peux parler d'autres trucs. Il y a plein d'événements à l'international, quoi. Mais c'est toujours plus ou moins lié à Trump et aux États-Unis, quoi, d'une manière ou d'une autre, quoi. Prenez l'Iran, par exemple. Là. Ce qui se passe en Iran, la répression sanglante. On parle de plusieurs dizaines de milliers de morts. Il y a un chiffre à 30 000 morts qui a émergé. C'est horrible, c'est infernal. Bah, quand on en parle, il y a toujours Trump dans l'équation. Parce que c'est genre, ah bon, ouais, Trump, il va bombarder ou il va pas bombarder, du coup? Donc parler de l'international sans parler de Trump, c'est un peu compliqué parce que bah, c'est le leader de la première puissance mondiale et de la première puissance impérialiste. Donc à partir de là, effectivement, c'est compliqué. De la tristesse, une grande fatigue, le goût à rien. La dépression est une expérience difficile pour les millions de Français qui la vivent. Aujourd'hui, on va parler du Portugal. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a en ce moment dans le pays une élection présidentielle. On est d'ailleurs dans l'entre-deux tours au moment où sort cette vidéo. Dans l'entre-deux tours. Elle est sortie quand la vidéo? Attendez. 26 janvier. Il n'y a pas encore eu le deuxième tour? Si, il y a eu le deuxième tour. C'était quand? C'était dimanche? Il y a eu le deuxième tour? Juste pour savoir. Quelqu'un a suivi cette histoire? Voilà, on parlait de Twitter. Personne ne parle de ça sur Twitter, typiquement. Voilà. Scrutin à plus de 7 pour faire la veille info un peu rival, merdique. Hein. C'est le 8 février, André Ventura a pourtant de quoi célébrer. Pour la première fois depuis 40 ans, il y aura un second tour lors de l'élection présidentielle dans le pays. Ce résultat signe la montée en puissance du candidat d'extrême droite et son parti Chega. Alors contrairement au cas Chega, je connaissais même pas le nom du parti. Effectivement, c'est assez nouveau parce qu'à un moment donné, il y a quelques années,
J'avais quand même un peu taffé l'extrême droite à l'échelle de l'Europe. C'est à l'époque où je travaillais, c'est à l'époque où vraiment j'essayais de me renseigner, je lisais des choses et j'étais justement pas à être pris dans l'actu brûlante, à faire du commentaire demi-habile comme maintenant. C'est à l'époque où j'étais encore youtubeur, j'avais pas le cerveau grillé par les réseaux sociaux et les stats. Non, pardon, excusez-moi. Et je m'étais un peu renseigné sur tous les différents partis d'extrême droite. C'est quand j'avais fait ma vidéo essai sur Bardella, etc. etc. Et j'avais quand même un peu taffé les différents partis d'extrême droite en Europe, etc. Et Portugal, je connaissais même pas le nom du parti. Oui, comme quoi. Effectivement. C'est les petits nouveaux, hein, à surveiller de près. Dont je vous parlais dans l'épisode de début décembre, le candidat d'extrême droite portugais n'est pas en position de force dans cette présidentielle. Mais c'est tout de même un événement politique majeur, puisque jusqu'à une époque très récente, le Portugal faisait partie des rares pays européens. Attendez, juste. Elle est cool la musique, on dirait un peu du Philippe Glass, non? On croit à la musique de Koyanis Katsi. Avec des espèces d'arpèges comme ça. J'aime bien. Une époque très récente, le Portugal faisait partie des rares pays européens dans lesquels il n'y avait pas de parti d'extrême droite puissant. Aujourd'hui, il reste l'Irlande, mais ça pourrait changer. Des manifestants s'attaquent à un centre pour migrants à Dublin après l'agression sexuelle présumée d'une fillette de 10 ans. Et sinon, je sais pas, la principauté d'Andorre, le Liechtenstein, la République libre du Sauget. Bonjour, bienvenue dans la République du Sauget. La dernière douane de l'Union Européenne, elle est ici. Pas sûr. C'est quoi la République du Sauget? Vous connaissez ce truc? Jamais entendu parler de ça. C'est quoi la République du Sauget? C'est pas une vraie république, j'imagine. Il y aurait quoi d'autre comme pays où il n'y a pas d'extrême droite en Europe? Luxembourg, il y a l'extrême droite au Luxembourg. Il y a des élections au Luxembourg, ça marche comment? Mais alors, quels sont les enjeux de cette présidentielle portugaise? Quelles sont les explications de la micro-état pas officiel. Attends, on va regarder, ça m'intrigue quand même ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Sauget est une micronation folklorique carrément, composée de 11 communes situées en Franche-Comté, en France. Ok, d'accord. Donc c'est les villes de Montbenoît, Gilet-la-Longeville, Ville-du-Pont, La Chaux, Montflovin, Autrive-la-Fraisse, Les Alliés, Maison du Bois, Lièvremont et Buny. Est réunie en une république héréditaire jusqu'en 2022 baptisée République libre du Sauget. Montbenoît est la capitale de ce territoire d'une superficie de 128 km². C'est une micronation née d'une blague en 1947 entre le préfet du Doubs de l'époque Louis Ottaviani, de passage à Montbenoît, et Georges Pourchet, alors hôtelier et restaurateur à l'auberge de l'Abbaye. Intéressant. Ok. C'est hyper beau en tout cas, c'est vraiment super beau. Ça donne pas envie de se faire une petite balade? Petite randonnée là? C'est beau. J'ai envie de printemps, j'en ai marre. Il fait dégueulasse, j'en ai marre du gris, je veux faire une balade, je veux sentir le soleil sur mon visage. Les jours heureux à nouveau. Bon bref, allez on reprend. Montée de l'extrême droite dans ce pays jusqu'ici préservé. Randonnée IRL dans le Doubs. Oui voilà, si on atteint les 1000 subs sur ce live, je vais faire un live IRL randonnée dans le Doubs. On va dans la République du Sauget et je fais un vlog République du Sauget randonnée dans la République du Sauget. Et j'interviewe le prince héritier de la République du Sauget. Voilà. Mais que si on atteint les 1000 subs. Droite dans ce pays jusqu'ici préservé. Bon bref, allez. Et est-ce qu'on arrivera à faire un épisode en 2026 qui ne soit pas super déprimant? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. Il fait beau en Bretagne actuellement? Je te crois pas, en Bretagne. Ici, Grand Bleu contre Météo France qui fait de la caca. Je comprends pas ton message, Tintamar06. Promis, il fait beau en Bretagne. C'est l'île de France, c'est de la merde. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Bon, déjà peut-être un petit point sur le Portugal. C'est pas un pays méconnu du tout, mais il y a des cartes dans l'émission normalement. Donc, je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Merci Petit Mage, merci pour ton 5e mois d'abonnement et merci Animoon 1 pour ton tout premier mois. Let's go, merci beaucoup. Tu confirmes Pitch Twix? Tu confirmes qu'il fait beau en Bretagne? C'est la première fois que j'ai une info sur toi, Pitch Twix. J'essaie de te tirer les verres du nez, j'aimerais savoir un peu plus sur qui tu es, étant donné que t'es littéralement mon mécène et que tu es pourtant très discret. Tu es ce genre de mécène discret, comme certains milliardaires qui préfèrent rester discrets. C'est bien. Du coup, j'ai aucune info sur toi. Maintenant, je sais que t'es breton. Ok, d'accord. Attendez, donc possiblement, t'es un milliardaire breton, quoi. Comme Bolloré, par exemple. Ok. Le Portugal est donc un pays situé à l'ouest de la péninsule ibérique qui partage sa seule frontière terrestre avec l'Espagne. Oui. Outre sa partie continentale, le pays est aussi composé de 2 archipels au statut de région autonome, Madère et les Açores. Alors, j'ai jamais été aux Açores, mais j'étais à Madère quand j'étais plus jeune. J'y étais en vacances avec ma famille. C'est l'île de Cristiano Ronaldo. Tsou
C'est incroyable. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Madère en vacances, ou pas en vacances, hein, franchement, banger. C'est trop bien. L'île est archi belle, il y a des randonnées de zinzin. C'est de la montagne directement posée dans l'océan Atlantique. Vraiment, c'est de la montagne à flanc de mer quasiment, quoi. Et c'est hyper beau, il y a des rondos incroyables à se faire dans les hauteurs et tout. Et t'as de la brume, moi quand j'y étais, c'était l'été, et il y avait tout le temps de la brume. Il dit su, pardon, pas dessous, excusez-moi. Et j'ai vraiment des souvenirs, c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2009, c'était été 2009. Il y a 17 ans maintenant quasiment. Et je me souviens, il y avait de la brume tout le temps, genre. Il y avait des espèces de trucs, il y avait de la brume qui se levait, qui montait. T'es dans les montagnes embrumées, mais en même temps, tu vois la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est trop beau. Enfin, franchement, j'ai un super souvenir de ces vacances à Madère. C'était il y a bien longtemps. Donc stylé. Et puis c'est l'île de Cristiano Ronaldo. Le Portugal a pour capitale Lisbonne et est peuplé d'un peu plus de 10 millions d'habitants. C'est moins que l'île de France pour une superficie 10 fois plus grande. Le Portugal, Il y a 10 millions d'habitants. Je pensais qu'il y avait plus d'habitants que ça. J'avoue, 10 millions, c'est petit. Hein. c'est un pays avec un niveau de développement très élevé par rapport aux standards internationaux, hein. Mais on y constate tout de même un niveau de vie plus bas que celui de ses voisins d'Europe de l'Ouest. Selon une enquête INSEE de 2021 sur le niveau de vie des pays de l'Union européenne en parité de pouvoir d'achat, le niveau de vie au Portugal est plus proche de celui de la Pologne ou des pays baltes que de pays comme la France, l'Allemagne ou même l'Espagne. Je raconte pas ça pour vexer les Portugais, hein, mais parce que ça permet de contextualiser Vous voyez que c'est pas les Portugais du chat. Je sais qu'il y a des Portugais dans le chat. Force à vous. la situation du pays. Mais vous que dans c'est la- pas, vous que c'est pas. C'est que vous êtes un peuple fier. Comme les Algériens. Drapeau Portugal, drapeau algérien, un peu le même combat. Quoi. Mais vous vexez pas. Vous vexez pas. la région du monde où il se trouve. Il faut aussi noter que Big la up à tous situation les économique Portugais du chat, s'améliore bien depuis sûr. la moitié des années 2010. En 2015, l'arrivée au pouvoir du Premier ministre socialiste Antonio Costa marque le début d'un renouveau. En 2017, la croissance bondit de 3,5% portée par l'essor du tourisme. Le centre de Lisbonne est retapé et pris d'assaut par les investisseurs. Le taux de chômage redescend, il est aujourd'hui au plus bas à 6,2% selon Eurostat. Malgré Ok. Fun fact, un Portugais sur 10 vit en France. C'est pas un Portugais sur 10 vit dans le 78, je crois même, non? Moi je dis ça, je viens du 78. J'ai toujours eu plein de Portugais à l'école, dans ma classe et tout. Je sais qu'il y a des endroits, c'est des fiefs de l'immigration portugaise en France et c'est pas mal dans le 78. Plusieurs endroits où j'habitais dans le 78, il y avait toujours pas mal de Portugais. cette bonne situation économique, toujours d'actualité aujourd'hui, le Portugal reste un pays d'émigration, qui connaît notamment une importante fuite des cerveaux. Les jeunes diplômés. Réal Sartrouville, Houille, c'est blindé. Bah oui, bah moi j'habitais à Houille. J'habitais pendant 3 ans à Houille. Et vraiment, c'est. Une fois, j'ai croisé un mec à Paris, dans le train, dans le métro, vers Saint-Lazare. Je sais plus, c'était un mec un peu. Limite, c'est un mec pas qui faisait la manche, mais limite, il m'avait gratté 1 euro ou un truc comme ça. Il était archi sympa, mais c'était un mec un peu. Je sais pas, c'était un peu un original. Mais il était très sympa, quoi. Et du coup, je sais plus, on discute, il me dit ah, tu viens d'où et tout. Je lui dis ah, bah je viens de Houille. Il est en mode genre ah ouais. Il est en mode ah, mais moi je suis portugais, j'ai toute ma famille à Sartrouville, là, et je connais bien Houille. J'étais en mode genre ah, bah ouais et tout. C'était vraiment en mode. Il m'a direct parlé du Portugal, quoi. Il était en mode Houille, ah ouais, t'es portugais, limite, il m'a dit ça, quoi. Et lui, c'était un portugais, il avait de la famille à Sartrouville et tout. Donc, ouais, il y a des endroits avec des grosses communautés portugaises. Et moi, j'ai souvent habité dans des endroits où il y avait pas mal de portugais, quoi. Voilà. Attention, Ribon, on va encore te reprocher de trop faire pause au mauvais moment. Oh, ça va! Actualité aujourd'hui, le Portugal. On va rien me reprocher du tout. Ce qui me reproche ça, c'est ceux qui viennent voir les interviews politiques quand je dois me foutre de la gueule de Gabriel Attal ou des trucs comme ça, quoi. Pour la popole française. Là, on parle d'international, de sujets, ça va faire 200 vues sur YouTube, tout le monde s'en bat les couilles. Moi, j'aurais pas de reproche. T'inquiète. C'est un pays d'émigration qui connaît notamment une importante fuite des cerveaux. Voilà, notamment Les à jeunes Sartrouville. diplômés désertent Notamment dans le le pays. 78. Résultat, ceux qui restent sont souvent les moins qualifiés ou les plus âgés, le Portugal occupant la 5e place au palmarès des démographies vieillissantes. Okay. C'est donc dans ce contexte que se tient cette élection présidentielle. Alors, du coup, attendez. Là, il y a plein de Portugais. Il y a un Portugais sur 10 qui vit hors du Portugal. Et sachant qu'il y a un retraité français sur 10 qui va vivre au Portugal pour sa retraite. En mode genre, on est bien ici, quand même, la vie est moins chère. Je parle pas un mot de portugais, je m'en bats les couilles. Vous voyez, ces fameux retraités français, etc., qui vont vivre au Portugal. J'avais lu un article de Mediapart il y a archi longtemps là-dessus, où vraiment, Lina, c'est abusé, quoi. Des espèces de gros racelards bizarres qui vivent dans des communautés où il y a que des Français, dans des villages où c'est que des retraités français, il y a plus un seul Portugais et tout. Donc il y a une population vieillissante du fait d'une fuite des cerveaux, et en plus, t'as tous les retraités français qui viennent vivre au Portugal. Du coup, à la fin, il n'y a plus que des vieux, quoi. Quel enfer. Je suis pas fan de Host, la personnalité, mais Host, le journaliste, au moins, il bosse des sujets qu'on voit pas trop, c'est cool. Bah, moi, dans le contenu qu'il fait, franchement, j'aime trop Host. Et moi aussi, moi, je le kiffe dans la personnalité. Moi, j'aime son humour, je le trouve vraiment marrant. Ce côté humour pince sans rire, moi, je le trouve vraiment drôle, quoi. Voilà. C'est la Dordogne, ça, non? Il y a beaucoup de retraités en Dordogne aussi?
Bah, mes beaux-parents, quand ils sont retraités, ils se sont barrés d'Île-de-France pour aller vivre en Dordogne, c'est vrai. Des retraités anglais, c'est vrai. Bah, ils nous ont parlé des retraités anglais. Ils sont en mode les retraités anglais, ils sont insupportables en Dordogne. Voilà, mes beaux-parents sont des retraités français, là. Ils sont retraités depuis 2 ans, un truc comme ça. Ils ont déménagé en Dordogne pour leur vieux jour. Histoire de s'éloigner un peu du tracas de l'Île-de-France. Voilà. Chill. Ils sont en mode, il y a plein de retraités anglais et c'est des sales cons. Voilà, le vrai communautarisme. Ok, c'est marrant que tu me parles de ça parce que mes beaux-parents me disent la même chose, sachant qu'ils sont eux-mêmes retraités. Ok. Ouais, voilà quoi. En gros, les retraités anglais vont en Dordogne, les retraités français vont en Portugal, mais où vont les retraités portugais? En Angleterre, du coup? Non, je pense pas. Élection présidentielle. Sur le papier, le Portugal est un régime semi-présidentiel, comme la France, mais dans les faits, le président y dispose quand même de beaucoup moins de pouvoir que chez nous. Et il n'a pas non plus de super lunettes de soleil d'aviateur. For sure. Bon, c'est pas Macron, mais le président portugais est quand même chef des armées et il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et de toute façon, cette élection permet tout de même de prendre le pouls du pays. Depuis 2016, Alors, c'est quoi un régime semi-présidentiel? Je sais plus exactement. Enfin, en gros, t'as régime parlementaire et régime présidentiel. Le régime parlementaire, t'élis même pas le président. Enfin, tu t'en bats les couilles. Le président, c'est vraiment un no-name. C'est comme, je sais pas, en Allemagne, par exemple, ou même au Royaume-Uni. Quand le chef de l'État, le personnage numéro 1, le personnage principal de l'État, c'est le Premier ministre, et pas le président, ou alors en Allemagne, c'est le chancelier, mais c'est l'équivalent d'un Premier ministre, c'est pareil, c'est que c'est un régime parlementaire, de manière générale. Un régime présidentiel, au contraire, c'est t'élis directement le président, et le président est contrôlé beaucoup plus lourdement, on va dire, par le Parlement. Vous voyez ce que je veux dire? Et un régime semi-présidentiel, c'est un régime qui est sur le papier et parlementaire, sauf qu'en fait, le président a plus de pouvoir que le Premier ministre et t'élis directement le président de la République. Semi-présidentiel, c'est pas pour dire plus proche de parlementaire, mais plus loin MDR. Ça veut dire quasi-dictature. Oui, du coup, ça pose des vrais problèmes démocratiques du fait qu'il y a un truc qui marche pas, quoi. Ça devrait être un régime parlementaire, mais comme t'élis quand même au suffrage universel direct le président de la République, qui a pas mal de pouvoir sur l'Assemblée nationale, bah, du coup, tu te retrouves avec un régime qui est mal branlé, quoi. Et c'est les régimes semi-présidentiels, comme en France, quoi. Donc oui, c'est moins démocratique qu'un régime parlementaire, mais c'est aussi moins démocratique, techniquement, qu'un régime présidentiel tout court. Parce qu'un régime présidentiel, l'Assemblée a moins d'importance, mais il me semble que l'Assemblée a plus de contrôle sur l'action de l'exécutif. L'exécutif, c'est le président de la République. Et donc en gros, les régimes semi-présidentiels, c'est le cul entre deux chaises, et ça donne des régimes où le président a beaucoup de pouvoir, comme la 5ème République française. Donc apparemment, c'est pareil au Portugal. Ok, intéressant. De toute façon, cette élection permet tout de même de prendre le pouls du pays. Depuis 2016, le président du Portugal, c'est lui, Marcelo Rebelo de Sousa, ici en train d'attraper par le cou une militante contre le génocide en Palestine. É muito importante. Bom, então agora deixe-me dizer... Não. Eu ouvi... Não me agarre no pescoço, Tem que me ouvir. Sr. Presidente. Il est issu du Parti social-démocrate, un parti dont il a été président. Alors normalement, un parti politique qui se dit social-démocrate, c'est des gens de droite qui font semblant d'être de gauche. Alors eux même pas, ils sont juste de droite. Au moins c'est clair. Il se trouve que le Parti social-démocrate, c'est le parti du Premier ministre actuellement en poste, Luís Montenegro. Alors, c'est catchy un peu, c'est pas mal, non? Laissez Louis travailler, j'ai tout compris, hein. Je parle pas un mot de portugais, mais bon, facile à comprendre. Hein. Oh, les langues latines, c'est trop facile. Hein. Alors j'ai vérifié, le Premier ministre du Monténégro ne s'appelle pas Louis Portugal. Désolé de vous décevoir. Luís Montenegro, il a été... Je suis désolé, on fait les... Quand on dit les TOS pour les Portugais, moi ça me fait trop penser à StarCraft 2. Pour moi, c'est les Protoss. Quand on dit un TOS, c'est un Protoss. Il y a Zerg, Terran et Protoss, mais bon. Voilà. On a fait Epstein? Non, ça arrive juste après. On en parle juste après. En musique, c'est les lusophones, on dit, ceux qui parlent portugais, c'est bien ça. Très très fort les lusophones en musique. Mais je trouve que quand même... Éternel respect à mes frères portugais du chat, il n'y a aucun souci. Mais quand même, en termes de musique lusophone, le Brésil quand même mogue le Portugal, voilà. Il a été élu lors des législatives de 2024 après 8 ans de gouvernance socialiste. Il a été maintenu en 2025 après des élections anticipées en raison d'une affaire de conflit d'intérêts qui avait fait chuter son gouvernement. Et ce mec, en moins de 2 ans, il a eu le temps de faire pas mal de trucs de droite, à commencer par une loi de libéralisation du droit du travail. Parmi les mesures les plus critiquées figure l'extension de 6 mois à 1 an de la durée minimale des contrats à durée déterminée, renouvelable 3 fois, des restrictions sur le télétravail et l'élargissement du service minimum lors des grèves. La durée minimale pour les CDD. Je peux pas faire un CDD de moins de 1 an. Et tu peux les renouveler 3 fois. Donc ça veut dire que tu peux être 4 ans d'affilée en CDD. Sans sûreté de l'emploi. Bah c'est super ça.
C'est super pour le patronat, ça permet plus de flexibilité, pour être plus compétitif à l'international. C'est super. Non, je plaisante, c'est de la merde. Les restrictions sur le télétravail et l'élargissement du service minimum lors des grèves à de nouveaux secteurs, crèches, maisons de retraite, sécurité, alimentation. Ils se disent social-démocrates, ceux qui ont fait ces lois-là. C'est pas très social-démocrate. On va limiter le droit de grève et fragiliser les droits des travailleurs. Mais c'est pour le socialisme. Sans ça, on n'y arrivera pas. D'accord. Nouveaux secteurs, crèches, maisons de retraite, sécurité, alimentation. Plus généralement, le gouvernement monténégro entend réduire les limites imposées à la sous-traitance, assouplir les procédures de licenciement et permettre une plus grande flexibilité des horaires de travail. Ces annonces, elles ont entraîné une journée de grève générale à l'appel des syndicats le 11 décembre dernier, la première grève générale depuis 12 ans. 12 ans? Ils ont fait 2 grèves générales en 12 ans? Mais attends. C'était quoi la dernière grève générale en France? Il n'y a pas eu de grève générale en France depuis il y a méga longtemps. Parce que le CPE en 2005, là, c'était pas une grève générale, c'était un gros mouvement de grève, mais c'était pas une grève générale. C'était quand, 95? La réforme des retraites de Juppé, là. C'était un des gros mouvements sociaux de ces dernières décennies. C'était pas une grève générale. Bloquons tout le 10 septembre. Oh my sweet summer child. Mais non, c'était absolument pas une grève générale. Même les retraites, c'était pas une grève générale. Hein. C'était pas une grève générale, les retraites. Il y en a eu une seule, mais 68. Ouais, voilà, pour moi, il faut remonter à 1968 en France pour avoir quelque chose qui est à proprement parler, une grève générale. Il y a eu des gros mouvements de grève, il y a eu des gros moments de mouvement social, mais c'était pas des grèves générales. Regardez, les Gilets jaunes, c'était quasi insurrectionnel. C'est peut-être le plus gros mouvement social qu'on a eu ces dernières décennies. Mais c'était hors des syndicats, mais quand même. Mais c'était pas une grève générale à proprement parler. Et le Portugal, ils en font deux en 12 ans. Oh, je suis un peu jaloux, là. 95, c'était pas une grève générale. Une grève générale, c'est une grève généralisée massive interprofessionnelle reconduite tous les jours. Mais pour moi, je sais que j'ai jamais trop entendu de gauchistes qualifier de mouvements sociaux français de grève générale depuis très longtemps, quoi. Après, peut-être que ce qu'ils appellent grève générale au Portugal, en prenant ces critères-là, on en aurait eu en France aussi. Je sais pas. On a perdu la main. Ouais, moi, c'est ça que je voulais dire, là. Force à tous mes Portugais. Mais quand même, normalement, en France, on est censé être spécialiste de la grève et des trucs comme ça, quoi. Non? Je suis un peu jaloux. Que fazem a diferença todos os dias nas nossas vidas. Attendez. Ces travailleurs ici sont ceux qui font la différence chaque jour dans nos vies. Ils sont la réalité du pays et ce sont eux qui vivent avec les bas salaires. La dérégulation du temps de travail, le travail précaire qui aujourd'hui exerce un droit que le gouvernement veut aussi affaiblir. Le droit de grève. Une grève qui a été assez peu couverte par les médias chez nous d'ailleurs, hein. J'ai eu assez de mal à trouver des extraits. Donc on en est rendu là pour le contexte. Oui, j'ai encore fait la moitié de l'émission de contexte, désolé. Mais en tout cas, le premier tour de cette présidentielle nous dit plusieurs choses sur le paysage politique portugais qui est de plus en plus morcelé. Preuve de l'instabilité politique du pays, le Portugal n'a pas connu de second tour à l'élection présidentielle depuis 1986. Le vote décisif entre le candidat socialiste António José Seguro, arrivé en tête ce soir, et André Ventura se tiendra le 8 février. Déjà, le simple fait qu'il y ait un second... Donc il est au second tour, le gars d'extrême droite. D'accord, c'est pas juste en mode petite percée, mais après il faut voir le mode de scrutin, parce que normalement déjà de base il n'y a même pas de second tour, c'est quoi cette histoire ? À cette élection, c'est inhabituel dans l'histoire récente du pays. Ce n'est que la deuxième fois que ça arrive depuis la chute de la dictature. Ensuite, le candidat issu de la famille politique du Premier ministre, il a fait un score ridicule. Il est arrivé 5e avec 11,3% des voix, derrière le candidat libéral et ses 16%. Comme quoi, faire des lois travail, ça fonctionne pas trop. François Hollande, quel président comptez-vous être ? Président normal. Je serais normal. Je casserai le code du travail. Un président qui, d'abord, respecte les Français. Je me souviens de ce débat. Il y en a qui se souviennent. Bon, il y a des vieux dans le chat. Là, c'est votre moment, les vieux du chat. Do you remember le débat Sarkozy-Hollande en 2012 ? Ah là là, à l'ancienne. Hein. Je me souviens très bien, je l'avais écouté. J'avais tout juste 18 ans. 18 ans à peine. J'avais 18 ans depuis un mois. Je m'intéressais déjà à la politique. Je m'en souviens très bien. J'avais voté Mélenchon au premier tour. Et après, j'avais voté Hollande au deuxième tour. Mais juste par détestation de Sarkozy, j'avais pas beaucoup confiance au Hollande. Sur ça, j'aurais pas voté Mélenchon au premier tour. Comme vous pouvez vous en douter. Mais je me souviens, j'avais écouté avec un pote. C'est à l'époque où on fumait des ouinges, quoi. Voilà, on se posait, on fumait des ouinges en discutant, là. Et du coup, une fois n'est pas coutume, on avait fumé un ouinge en écoutant à la radio le débat Hollande-Sarkozy, parce que j'avais trop envie de l'écouter. J'étais en mode genre, ça te dérange si on écoute ça, c'est le débat d'entre deux tours, etc. Et en mode, ouais, vas-y. Et du coup, j'avais trouvé quand même Hollande plus convaincant. Mais pas par amitié pour Hollande et ses idées, juste par détestation de Sarkozy, encore une fois. Voilà. Et le pote à qui je l'écoutais, c'est devenu un gars d'extrême droite par la suite. C'est ça la malédiction de Grenelle en 7-8. La moitié de tes potes de lycée, ça devient des gros bouffons d'extrême droite. Après, t'es tout seul. Seul et encore seul.
Considère. Du côté de la gauche radicale, les scores s'effondrent pour le bloc de gauche et le Parti communiste qui sont autour de 2%. Et c'est le centre-gauche d'Antonio José Seguro, le candidat socialiste, qui rafle la mise avec plus de 31% des voix. Et puis il y a Chega. Il y a Chega, qui est belle comme un soleil. Non, qui n'est pas belle comme un soleil, mais qui est une formation d'extrême droite. Extrême droite par racisme ou extrême droite comme certains parce qu'ils se disent on n'a pas essayé. Non, plus par racisme. Bah, c'est un Portugais d'ailleurs, tiens. Comme on parlait du Portugal. Non, plus extrême droite en mode, je sais pas, en mode c'est toujours les mêmes qui foutent le bordel en France, c'est les Arabes. Voilà. En 2019, et qui sera donc face au Parti Socialiste le 8 février prochain, après avoir réuni par une espèce de masculinisme bizarre aussi, bon, bref, peu importe. 23,5% des voix. Son leader, André Ventura, avait déjà réalisé une percée importante à la présidence. Je viens de Hénin-Beaumont, donc imagine pour moi, ouais, c'est chiant, hein, t'es là en mode genre, les gens de ton enfance à qui t'étais au collège, t'es en mode, c'était des gens normaux, y a pas de souci, puis tu découvres que maintenant ils sont tous ultra racistes et fans de Jordan Bardella, et t'es en mode genre. Comment ne pas être un bobo aigri qui fuit le périurbain pour se réfugier au milieu des bobos citadins dans ces conditions? Je suis désolé, normalement ça va, quoi. Salut Elias, comment ça va? De 2021 avec 12% des suffrages, avant que son parti ne devienne la première force d'opposition à l'Assemblée portugaise suite aux législatives de 2025. Sa présence au second tour de la présidentielle est donc une étape supplémentaire dans son ascension. Comme le résume l'historien portugais Manuel Loff à l'Humanité, Chega a accompli en 6 ans ce que le Front National français a mis 3 décennies à réaliser, s'imposer au second tour d'une présidentielle. Et le fait que l'extrême droite au Portugal fasse des scores aussi importants, ça a une signification particulière. Et pour comprendre ça, je propose qu'on revienne sur l'histoire du pays. Oui. Encore du contexte. Le Portugal... De toute façon, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire à part mettre du contexte? De nos jours. Il se passe la même chose tout le temps. Oh, percée de l'extrême droite. Oh là là, le discours civilisationnel est raciste. Comme quoi l'Europe va mourir à cause de l'immigration fait que l'extrême droite monte. Des gens appauvris par des politiques néolibérales, par le capitalisme en crise, se réfugient dans une vision raciste du monde et tentent de vouloir conserver leur position relative en s'en prenant aux plus fragiles qu'eux, le migrant. Voilà, il se passe ça dans 100% des pays d'Europe en permanence. Une fois que tu as dit ça, c'est pareil au Portugal, c'est pareil en Espagne, c'est pareil en France, c'est pareil en Allemagne, c'est pareil au Royaume-Uni, c'est pareil dans absolument tous les pays d'Europe. Donc à part remettre du contexte, essayer de tenter d'historiciser un petit peu le truc pour essayer d'avoir des clés de compréhension un petit peu plus carrées, qu'est-ce que tu veux faire à part ajouter du contexte? Non, alors, voilà, il se passe la même chose partout, donc peut-être que le contexte au moins change d'un pays à l'autre, donc parlons du contexte, voilà, il n'y a que ça à faire. A connu entre 1926 et 1974 une longue période. Après, le Portugal a une situation différente vis-à-vis de l'immigration, entre guillemets. Par exemple, que des riches viennent vivre chez eux et augmentent les loyers, etc. Oui, j'en parlais tout à l'heure, c'est ce que je disais. Il y a plein de Portugais plutôt jeunes qui se barrent du Portugal pour aller travailler ailleurs. Et il y a plein de retraités français qui, au contraire, vont au Portugal. Donc, il y a une population vieillissante à laquelle viennent s'ajouter des hordes de retraités. Voilà. Payés avec nos cotisations à nous autres travailleurs français, hein, d'ailleurs. Bref. Dictature incarnée majoritairement. Attends, je retourne en arrière, pardon. Portugal fasse des scores aussi importants, ça a une signification particulière. Et pour comprendre ça, je propose qu'on revienne sur l'histoire du pays. Oui, encore du contexte. Le Portugal a connu entre 1926 et 1974 une longue période de dictature incarnée majoritairement par cet homme, Antonio de Oliveira Salazar. Ok. Donc c'est juste en 74, donc c'est exactement comme Franco, quoi. Lui, il est mort en 74, et Franco, en Espagne, il est mort en 75. Ok. Putain, ça devait être les années 70 sur la péninsule ibérique. Ça devait être genre waouh, 2 dictatures qui se finissent en même temps. Ça devait être enthousiasmant. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de la Marine, officiers et soldats, peuple du Minho et du Portugal. Pendant 40 ans... C'est quoi le Minho? C'est une région du Portugal? Quelqu'un sait ce que c'est que le Minho? Le Portugal va donc connaître un régime conservateur, nationaliste et anticommuniste, porteur d'un projet politique assez particulier que décrit l'historien Yves Léonard à Mediapart. Il consistait en une volonté de figer le pays dans l'ordre immuable des choses, selon une conception passéiste, provinciale et rurale, et dans lequel la mobilité sociale devait être le plus réduite possible. Cette vision avait le soutien massif de l'Église catholique et des notables cooptés par le régime, et était rendue acceptable par une partie du peuple à travers des mécanismes de favoritisme et de clientélisme. Ok. Une volonté de figer le pays dans l'ordre immuable des choses, selon une conception passéiste
avec une mobilité sociale la plus réduite possible. Ça résume bien un peu le projet de l'extrême droite de conservation de l'ordre social et même de renforcement de l'ordre social actuel pour tenter de rester dans une structure figée, quoi. Voilà, la glorieuse France éternelle. Les dominants continueront de dominer puisque c'est comme ça que les choses marchent. Ok, c'est assez bien dit, ça c'est bien dit. C'est valable pour le Portugal, mais bon, en vérité, il y a pas mal des mots qui sont utilisés là qui sont applicables à peu près n'importe quelle formation d'extrême droite, quoi. Voilà. Et qui est le fascisme, ouais, ou l'extrême droite de manière générale en tout cas. Après, il y a encore quelques petites couches qui se rajoutent pour que ça devienne du fascisme à proprement parler, mais ouais, ok. Bien évidemment, ces thèmes résonnent. Mais de dire vraiment, enfin, d'être en mode de limiter la mobilité sociale. Après, il le disait pas ouvertement comme ça, mais c'est vraiment c'est le contraire de ce qu'on devrait faire. La mobilité sociale, c'est censé pouvoir t'émanciper de ta condition de pauvre si t'es pauvre, quoi. Pouvoir t'enrichir si t'es pauvre pour devenir moins pauvre par la suite. C'est ne pas rester bloqué dans la case dans laquelle t'as été assigné par la société, quoi. Normalement, la mobilité sociale, bon, c'est un terme un peu qui vaut ce qu'il vaut, quoi. C'est vraiment, on peut être contre la mobilité sociale, c'est bizarre, quoi. Sauf si tu fais partie des dominants qui veulent conserver leur statut de dominant, quoi. Effectivement. Une partie du peuple. Voilà, c'est l'ordre naturel des choses, exactement. À travers des mécanismes de favoritisme et de clientélisme. Bien évidemment, ces thèmes résonnent en partie avec le discours du parti d'extrême droite portugais. Chega a même choisi comme slogan « Dieu, patrie, famille et travail », un slogan directement issu de l'ère salazariste, comme l'explique... Attends, Dieu, c'est quoi les mots? Ça fait penser à quelque chose, non? Dieu, patrie, famille et travail. Dieu, famille, patrie et travail. Dieu, travail, famille et patrie. T'enlèves juste le Dieu, ça fait travail, famille, patrie. Ça vous fait pas penser à quelque chose? C'est le programme du P, oui. Littéralement, Pétain, hein. La France de Vichy, hein, littéralement. Un slogan directement issu de l'ère salazariste. Comme l'explique Guillaume Delacroix dans l'Express, quand le français revisite le régime de Vichy, le portugais parle avec nostalgie de Salazar, mais sans trop insister toutefois, la dictature demeurant associée, même dans les rangs de la droite, au sous-développement et à la pauvreté. Pas directement de glorification de Salazar donc, mais une sorte de nostalgie diffuse, sans oublier des attaques que Ventura porte régulièrement contre la révolution des œillères, la révolution qui a fait tomber la dictature. Okay. Car c'est bien l'acte fondateur de la démocratie portugaise, la révolution des œillets du printemps 1974, qui est dans le viseur d'André Ventura. Développant un discours de victimisation, Ventura se pose en martyr des médias mainstream, héritier du 25 avril. Au final, où est le 25 avril 1974 dans lequel nous pourrions nous exprimer librement? Ventura, il se réclame plutôt du coup d'État du 25 novembre 1975, un coup d'État qui a mis fin au processus révolutionnaire en cours. C'était le nom donné à la période d'effervescence post-dictature dans laquelle diverses forces de gauche ont voulu conduire le Portugal vers un modèle socialiste. André Ventura souligne que « Personne ne parle du 25 novembre 1975 », mais la grande vérité est que la gauche et l'extrême gauche veulent cacher aux gens et que c'est grâce à ce jour que le Portugal s'est débarrassé d'une dictature communiste. Nous n'oublierons jamais cette date et nous ne les laisserons pas l'effacer de notre histoire. Ah, ça fait de lui un authentique réactionnaire, mais au sens propre du terme. Hein. Parce que souvent, moi j'avais jamais trop compris pourquoi on utilisait le terme réactionnaire pour parler des gens qui sont réac, quoi. Réactionnaire, c'est le rejet de tout ce qui ressemble à du progrès, vouloir retourner en arrière, etc., etc. Mais à la base, quand on parle de réaction, il me semble que le mot, à la toute base, c'est dans un contexte révolutionnaire qu'il existe. C'est-à-dire qu'il y a la révolution, et derrière la révolution, s'il y a une révolution qui advient, il y a une réaction derrière. Et la réaction, c'est un peu la contre-révolution, finalement. Dites-moi si je me trompe, hein, ceux qui connaissent bien tout le vocabulaire et toute la théorie un peu révolutionnaire, on va dire. Il me semble que c'est un peu ça. La réaction est le retour à l'ancien régime. Ouais, mais c'est dans un processus révolutionnaire qu'il peut y avoir une réaction à proprement parler. Et donc, quand on dit un réactionnaire, c'est quelqu'un qui est contre le progrès. À l'origine, même la réaction, c'est un peu la contre-révolution, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça, on est d'accord. Donc lui, c'est un réactionnaire au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution, ou un début de révolution qui a fait tomber le régime dictatorial d'extrême droite de Salazar, pour tenter de mettre en place un régime socialiste, ou en tout cas plus socialiste que ça. Et au bout de 1 an, il y a eu une contre-révolution, une réaction du coup, avec ce fameux coup d'État de 1975 dont il parle. Et lui, il est en mode genre, bah ça c'est bien, moi je me réclame de ça. Donc il se réclame de la réaction, littéralement, c'est un réactionnaire au sens propre, quoi. Pour moi, réaction égale contre-révolution. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Effectivement. C'est une forme de backlash, quoi, on pourrait voir comme ça. Mais backlash, réaction, ça veut quasiment dire la même chose, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de backlash, par exemple, tout à fait. Mais le backlash, c'est c'est par exemple, je sais pas, il y a l'émergence d'une parole féministe, et du coup, le backlash, c'est que derrière, il y a l'émergence d'une parole masculiniste pour venir presque contrebalancer. Mais c'est pas là, on parle pas de révolution à proprement parler. Vous voyez ce que je veux dire? Le terme réaction, c'est un peu ça, c'est un peu comme le backlash, mais dans un contexte révolutionnaire, quoi, finalement. Ok. Selon Wikipédia, le terme serait apparu au cours de la Révolution française de 1789 pour qualifier le mouvement s'opposant au changement engagé par les révolutionnaires. Voilà. Et voulant revenir à l'ancien régime. Tout à fait.
Et moi, je sais que j'ai ce mot-là, réaction, utilisé dans un contexte révolutionnaire. La première fois que je l'ai vu, c'était dans le livre 10 jours qui ébranlèrent le monde de John Reed, un livre qui parle de la révolution bolchevique de toute l'année 1917 de manière générale en Russie. Donc, de la révolution bolchevique d'octobre. Et du coup, il parle de réaction dedans. Je suis en mode genre, ah, mais attends, oui, la réaction, du coup, c'est ceux qui réagissent à la révolution. Et c'est pour ça qu'on dit réactionnaire. C'est que le super profit. Donc là, c'est vraiment ça. C'est de la pensée réactionnaire, mais au sens noble, quoi, au sens propre. Au sens, je suis pour la contre-révolution, je me réclame de la contre-révolution. Ok. Intéressant. Merci Franck Pirate pour ton prime. Let's go. Du coup, les gens qui se revendiquent de Salazar aujourd'hui ont rien à voir avec sa doctrine MDR, c'est des Trumpistes. Comment ça? Pourquoi du coup? Je comprends bien ton message, Chant. Bon, on va continuer. Entre ce penchant nostalgique, on va le dire comme ça, André Ventura, ancien commentateur sportif... Tu veux dire que là, lit avant? Ah, j'ai pas vu ton message. Pardon, je regarde. Salazar, c'était fascisme tranquille post-seconde guerre en évitant les go-in avec Hitler et compagnie. Il a fait le minimum et a pas trop été emmerdé après et soutenu par les USA pour le front anticommuniste. Ok, d'accord, ouais. Il était obsédé par la stabilité du pays, donc il a pas fait le forceur génocidaire comme les autres. C'est un peu le dictateur compétent qui se la coule douce. Ok, d'accord. Du coup, les gens qui se revendiquent de Salazar aujourd'hui ont rien à voir avec sa doctrine MDR, c'est des Trumpistes. Ok, intéressant. Ouais, du coup, il avait une pratique dictatoriale qui était un peu entre deux eaux, quoi. La dictature tranquille. Ok. Intéressant. Chroniqueur dans un journal conservateur, se présente comme libéral, plutôt pro-européen, le tout en assumant une communication raciste et anti-tsiganiste pour ses campagnes. À la fin de 2025, ce sont les affiches d'André Ventura, candidat du parti d'extrême droite Chega, qui ont provoqué un énorme scandale. On y lisait des slogans visant les minorités du Portugal. Oui, il y a une police secrète, etc. quand même. Quand tu dis tranquille, c'est pas en mode... C'est juste que voilà, il voulait pas foutre le bordel d'un point de vue géopolitique parce qu'il avait à cœur la stabilité, quoi. Ok. Tels que ici ce n'est pas le Bangladesh ou encore les Tziganes doivent respecter la loi. Alors comment expliquer la montée en puissance de ce charmant personnage? Déjà on peut faire un parallèle assez évident avec notre extrême droite AOP saucisson pinard. Chega va jouer sur le tous pourri aidé par les affaires de corruption présumées qui ont poussé le Premier ministre socialiste à la démission en 2023, mais aussi par l'affaire de conflit d'intérêts qui vise Luis Montenegro. On écoute les explications de l'historien. C'est tout le temps pareil, genre vraiment, là, parce que je disais, sur le Portugal, je connaissais pas trop, enfin après non, parce que là, voilà, justement, remettre du contexte avec l'histoire du Portugal, là, je suis genre, ah intéressant, ah ok, super, après c'est que j'aime bien l'histoire, faut que je m'intéresse plus à l'histoire en réalité, là, je suis trop dans l'actu tout le temps, bref, peu importe. Mais c'est tout le temps exactement la même chose, quand on lit des trucs, là, Javier Milei en Argentine, c'est pareil, c'est, oh là là, il a un discours résolument libéral et raciste et réactionnaire, mais en fait, c'est en étant anti-système et en se basant sur toute la merde qu'ont pu faire le centre-gauche au pouvoir avant lui, qu'il arrive à se faire élire. C'est tout le temps exactement la même chose. C'est tout le temps exactement de la même manière qu'ils arrivent au pouvoir, genre, tout le temps la même chose, quoi. Victor Pereira au micro de Fabien Escalona sur Mediapart. Les Portugais, depuis longtemps, ont cette idée que les élites politiques sont corrompues. La démocratie n'allait pas extrêmement bien auparavant. Il y avait souvent plus de 40% d'abstention. Et aux dernières élections, l'abstention s'est réduite. Donc ceux qui ont voté Chega sont notamment des anciens abstentionnistes qui considéraient que de toute façon ça ne servait à rien de voter, soit PS, soit PSD, ça ne changeait rien. Là ils se disent avec lui, avec ce discours de protestation, si on l'appelle comme ça, on peut faire entendre nos voix. L'autre explication de la montée de cette extrême droite se cache derrière l'apparente bonne santé économique. Attendez, quoi, il a l'origine de plein d'horreurs en Angola, Mozambique quand même. C'était pas un dictateur hyper tranquille quand ça concernait les Noirs. Ok. Oui, non, mais après, c'était en mode truc par rapport à la stabilité, quoi. Mais évidemment, c'était un empire colonial encore à l'époque de Salazar. Hein. C'était au tout début de la décolonisation, il y avait Salazar, donc j'imagine que là-dessus, évidemment. Oui, tout à fait. Portugal, son chômage bas et son excédent budgétaire. Et cette explication, c'est le logement. En effet, les loyers ont explosé ces dernières années alors que les salaires restent très bas, comme l'analyse Cécile Thibault. Merci Cueilleton Sarwell pour ton 8e mois. Merci beaucoup. Dans Les Échos, derrière l'image de modernité que projette le Portugal, la croissance est largement alimentée par des secteurs très demandeurs de main-d'œuvre précaire et peu qualifiés, comme le tourisme, la restauration ou les services à la personne. Un appauvrissement d'une partie de la population et un tous pourris qui ont donc fait le jeu de l'extrême droite. L'immobilier a explosé, la loi a changé, ce qui fait que maintenant tous les locataires ont une épée de Damoclès. À la fin du contrat, on peut leur demander le double de leur loyer. Wow. Et donc ça a créé un sentiment de mal-être, l'inflation également qui a touché toute l'Europe. Donc je pense que c'est surtout de ce point de vue-là, de ce côté-là, que le vote d'extrême droite s'explique et moins sur un aspect mémoriel. Je ne pense pas que ce soit majeur. Mais il ne faut pas oublier un autre point. D'accord. Donc c'est pas l'héritage, la filiation avec Salazar qui fait que les Portugais votent pour lui, quoi. C'est le ras-le-bol, le dégagisme. Et comme en plus c'est un réactionnaire et qu'il est en mode genre,
qui va aller, on va dire, attaquer sur la fibre de la nostalgie, etc., etc. Il y a un truc où ça marche, mais c'est pas directement pour l'héritage de Salazar et de la dictature que les Portugais votent pour ce parti d'extrême droite. Ok, c'est dû à la Troïka en 2010. Bah ouais, hein, entre autres, hein, mais ouais, de fou. Hein. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est toujours pareil. Il y a un déclassement de toute une partie de la population européenne, et du coup ils se réfugient dans le racisme et dans l'extrême droite et dans tout ça, quoi. Voilà. Ce sont bien sûr les discours sur l'immigration, des discours qui ont notamment fonctionné sur les émigrés portugais, puisqu'en dépit d'une très forte abstention, les Portugais de la diaspora ont globalement placé Chega en tête. Écoutez T'as parlé des Portugais de France, enfin des Franco-Portugais, ce discours de Carlos Medeiros, ancien député d'extrême droite à Genève et membre de Chega à Lisbonne, au micro de L'Aimant Bleu. Aujourd'hui, avec 1 million... Ah bah oui, effectivement. Ouais. Il s'adresse directement en français, à la diaspora portugaise en France. Après, il y a un vrai sujet, hein, c'est pas que pour le Portugal, hein, mais un vrai sujet avec tout ce qui est portugais, espagnol, italien, même polonais aussi. Donc toutes ces populations qui ont été des migrants en France il y a les années précédentes, qui là, pour beaucoup, sont assez bien intégrés économiquement, etc., etc. Et donc du coup, c'est en mode genre, nous, on doit réussir à s'intégrer, pourquoi les Noirs et les Arabes, ils le font pas? Et puis en plus, ils sont musulmans. Enfin, genre, il y a vraiment un profil type, on va dire, de Portugais qui votent RN, et c'est en mode, voilà, même Bardella qui est d'origine italienne, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc, ok. Donc le mec de Chega joue sur cette corde-là, du coup. Ok. Ça aussi, c'est une constante, quel que soit le pays. La diaspora vote droite ou extrême droite. Bah, si elle a réussi à s'intégrer économiquement, mieux que les immigrés arrivés après. Sachant que la conjoncture économique est assez différente, quoi. Voilà, ça parlait de l'immobilier tout à l'heure. Je veux dire, les 30 glorieuses en France, etc., le moment où justement il y a plein d'immigrés portugais, espagnols, italiens qui ont pu arriver en France, bah, c'est des générations qui ont pu s'émanciper par le travail, notamment grâce à l'accession à l'immobilier. Et pour les générations de migrants suivantes qui venaient d'autres endroits, alors après il y a toute la question évidemment du racisme et de l'islamophobie et tout ça qui vient structurer le truc en plus, mais ne serait-ce qu'en termes de conjoncture économique, genre c'est extrêmement différent, quoi. Voilà, ils ont eu des occasions. Après je dis pas, hein, tous les Portugais migrants qui sont venus en France et tout pour bosser, ils ont beaucoup bossé, et je dis pas qu'ils méritent pas. Mais du coup, une conjoncture économique était quand même relativement favorable à l'époque, elle l'est beaucoup moins, quoi. Donc ça s'explique aussi par ça, quoi. Voilà. 1,5 immigrants au Portugal, surtout des gens qui viennent de l'extrême asiatique, pakistanais, indiens, etc. Aujourd'hui, ils retournent en vacances, voire ils retournent au Portugal. Ils ont cette impression d'être envahis. Oui, donc des gens qui ont migré trouvent qu'il y a trop de migrants quand ils rentrent dans leur pays, en gros. Mais peut-être qu'on peut attacher ce vote de la diaspora au discours global de l'extrême droite européenne sur l'immigration. Puisque, fallait-il le rappeler, l'extrême droite monte partout, ou presque. Bon. Pour terminer sur une note plus positive, Ventura n'a que peu de chances de gagner cette présidentielle. Et ce serait bien que ce ne soit pas le cas, même s'il s'agit d'un poste qui n'a que peu de prise sur l'action gouvernementale, parce qu'on a vu bien trop souvent que l'extrême droite se moquait bien des règles. Voilà, l'actualité nationale, c'est déprimant, mais n'oubliez pas que l'international sera le genre humain. Ok. Intéressant. J'ai appris 2-3 petites choses, je suis content. J'aime bien ce petit générique. Un peu déprimant, ouais, effectivement. En Suisse, la diaspora a voté à plus de 70% pour Chega, c'est déprimant. Ouais. Après, il y a un côté où, bon, quand tout le monde vote extrême droite, normalement, soit un émigré portugais ou pas, tu votes extrême droite comme les autres, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le switch racisme intra-européen, Italie, Pologne, Portugal, etc., a été remplacé par un discours racialiste plus large mettant Europe versus Afrique. Oui, bah c'est carrément ça. Enfin, il y a ce truc où, à l'époque, le racisme et le nationalisme se structuraient souvent à l'échelle d'un pays, pas à l'échelle du continent européen. Ça veut dire que, voilà, historiquement, en France, il y avait un racisme anti-portugais, un racisme anti-italien, un racisme anti-espagnol, un racisme anti-polonais, etc., etc., parce que c'était les dernières populations immigrées. Il y avait une racisation, de ces populations immigrées qui étaient considérées comme non blanches quasiment, en tout cas non françaises, pas suffisamment françaises. Il y avait une racisation de cette question migratoire pour des populations qui étaient pourtant blanches et catholiques. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, ce truc-là, il y a un petit changement où là, maintenant, tout ce qui est un peu nationalisme, un peu anti-migration, racisme, ça se joue plus à l'échelle, on va dire, de l'Europe vis-à-vis effectivement de l'Afrique en réalité. Principalement de l'Afrique, mais d'endroits qui sont extérieurs à l'Europe, quoi. Et ça change. Ça, c'est un vrai changement entre il y a 100 ans et maintenant, quoi. Mais il y a toujours un truc qui est en commun, c'est le racisme. Enfin, on va dire la manière dont le racisme et le discours anti-immigration se mélangent, quoi. L'un va pas sans l'autre.
Mais là où c'était un peu à l'échelle des pays et qu'il y avait une racisation, y compris de population européenne, il y a 100 ans, bah là, ça se fait à l'échelle de l'Europe versus l'Afrique. Voilà. Ça, c'est un peu différent. Je disais, les Portugais, toute leur famille vote FN. Mais oui, mais c'est un truc assez répandu. Hein. Je sais que j'en avais parlé plusieurs fois dans le chat et tout. Et quand je parlais de ça, il y avait à chaque fois plusieurs Portugais de gauche, du coup, dans le chat qui étaient en mode putain, j'ai l'impression que tu parles de mes darons, j'ai l'impression que tu parles de mon oncle, etc. Il y a vraiment un truc comme ça. Hein. C'est assez bien documenté. Et ouais, hein, c'est moche. C'est moche. Ça montre bien que cette espèce de panique anti-immigration, en fait, ça rend tout le monde con, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est obligé d'être de droite ou de gauche? Non, tu peux être dans l'ignorance aussi. Tu peux te voiler la face et tu peux ne pas te positionner parce que bah, tu t'es pas assez renseigné sur le truc. Mais bon, à ce moment-là, écoute, peut-être que ton parcours politique n'est pas assez avancé à ce moment-là. C'est quoi ça, les locaux français de X perquisitionnés? Attends, on va en parler juste après. Il marche pas ton lien. Bon, en tout cas, si vous regardez la VOD sur YouTube, abonnez-vous. Voilà. J'ai pas d'inspiration pour la conclusion.